Thorne Blackwell fixait la facture posée sur son bureau, les chiffres se brouillant sous ses yeux alors que son esprit dérivait vers le souvenir du parfum de Valérie, encore présent sur le col de Foster mardi dernier. Il se frotta les tempes, tentant de se concentrer sur les plans architecturaux du complexe de luxe que son cabinet concevait à Miami. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. À 42 ans, Thorne avait bâti Blackwell Design à partir de rien, en faisant l'un des cabinets d'architecture les plus prestigieux de Boston, spécialisé dans les projets d'hôtellerie haut de gamme. Son téléphone vibra, un message de sa fille de 12 ans, Lily. « Papa, tu peux venir me chercher plus tôt de la danse? Je me sens pas bien. » Sur la route du studio de danse, Thorne réfléchit à l'attitude de plus en plus distante de sa fille au cours de l'année écoulée. Ses notes avaient baissé et l'étincelle dans ses yeux s'était éteinte. Il avait mis ça sur le compte de l'angoisse typique de l'adolescence, mais, au fond de lui, il soupçonnait que cela avait davantage à voir avec la tension croissante entre lui et Valérie. 15 ans de mariage s'étaient réduits à des échanges polis, et à des chambres séparées. Valérie, autrefois sa petite amie à l'université, sa plus grande fan, était devenue une étrangère, perpétuellement déçue par lui. Sa carrière de conservatrice de galerie avait explosé, justement au moment où son entreprise à lui exigeait de plus en plus de son temps. « Salut ma Lily Pad », dit-il doucement alors que sa fille montait dans la voiture, le visage pâle. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Juste un mal de ventre », murmura-t-elle en regardant par la fenêtre. « Maman a dit qu'elle restait tard à la galerie encore ce soir. » Thorne hocha la tête, avalant l'amertume d'un soupçon devenu bien trop familier. Les soirées tardives de Valérie s'étaient multipliées au cours des 6 derniers mois, coïncidant étrangement avec le retour de son jeune frère, Perry, de ses missions photographiques à l'étranger. Perry avait toujours été l'enfant chéri de la famille, charmeur, insouciant, le favori évident de leur père. Pendant que Thorne bâtissait un empire à force de travail acharné et de discipline, Perry parcourait le monde, capturant des images époustouflantes, vivant une vie bohème que leur père, Dominic Blackwell, semblait admirer bien plus que le succès constant de Thorne. Quand Perry avait annoncé vouloir se réinstaller à Boston, Thorne lui avait offert un poste pour photographier les projets terminés de Blackwell Design. Cela semblait la solution idéale, offrir de la stabilité à Perry tout en ajoutant de la valeur à l'entreprise. Ce que Thorne n'avait pas prévu, c'était à quel point Perry et Valérie allaient se reconnecter. Ils s'étaient connus à l'université, avant même que Thorne et Valérie ne commencent à sortir ensemble. Un fait que Perry évoquait parfois avec un sourire nostalgique qui mettait Thorne mal à l'aise. À la maison, Thorne prépara une soupe pour Lily pendant qu'elle s'enroulait dans une couverture sur le canapé, regardant un film. Son téléphone sonna. C'était son père. « Thorne, juste pour confirmer, tu gères bien les plans de rénovation de la maison du bateau. Perry m'a dit qu'il avait des idées innovantes pour l'espace. » Thorne serra un peu plus fort le téléphone dans sa main. La rénovation de la maison du bateau était un projet spécial pour le 80e anniversaire de Dominic, prévu le mois prochain. Bien sûr, Perry était arrivé avec ses soi-disant idées novatrices, après que Thorne ait déjà passé des semaines sur les premiers plans. « Je m'en occupe, papa », répondit Thorne calmement. « Les plans seront prêts pour la révision la semaine prochaine. »« Bien, bien. Et vous venez dîner dimanche ? Perry va présenter sa nouvelle proposition d'exposition pour la galerie de Valérie. Un concept brillant, fusionner l'architecture et les paysages naturels. Encore une collaboration entre sa femme et son frère, à laquelle il n'avait visiblement pas été convié. « On sera là », dit Thorne avant de raccrocher. Alors qu'il regardait Lily s'endormir sur le canapé, une notification s'afficha sur sa tablette. Un email envoyé par erreur à son adresse au lieu de celle de Perry. Il venait de Valérie. Il ne contenait qu'une adresse, une heure, et un message. « Hâte de te voir seul. V. » Thorne fixa l'écran. Cette brûlure familière de la trahison se logea dans sa poitrine, pour se transformer en quelque chose de glacial, de déterminé. Il avait eu des soupçons pendant des mois. Mais maintenant, il en avait la preuve. Sa femme. Son frère. Les deux personnes en qui il aurait dû pouvoir avoir le plus confiance au monde. Il ne confronta pas Valérie lorsqu'elle rentra à minuit,
sentant le vin cher et arborant un sourire coupable. À la place, il se mit à planifier. Thorne Blackwell avait bâti sa carrière sur l'attention aux détails, la patience et une stratégie bien rodée. Et maintenant, il allait appliquer ces mêmes compétences, pour démonter la trahison qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. Chapitre 2, Tempête qui s'annonce. Les semaines qui suivirent furent pour Thorne un exercice de rage contenue. Le jour, il était le professionnel accompli supervisant les projets, rencontrant des clients, entretenant la façade d'un homme d'affaires et de famille épanoui. Mais la nuit, il rassemblait méticuleusement des preuves et peaufinait une stratégie qui garantirait que ni Valérie ni Perry n'en sortiraient indemnes. Il engagea Ren Sullivan, une détective privée recommandée par son vieil ami et avocat, Maddox Reed. Ren était aussi efficace que discrète. Elle fournissait à Thorne des rapports détaillés, des photos, même des enregistrements qui confirmaient ses soupçons sans le moindre doute. Valérie et Perry ne se contentaient pas d'avoir une liaison. Ils planifiaient un avenir ensemble. Un avenir qui incluait la prochaine exposition photographique de Perry, dans la galerie de Valérie. Une exposition qui allait lancer sa carrière dans le monde de l'art contemporain. Et consolider sa réputation en tant que conservatrice visionnaire. Ils sont restés prudents, expliqua Ren lors de l'une de leurs réunions dans un petit dîner discret, préférant une propriété en location plutôt que des hôtels, et utilisant des véhicules séparés. Mais ils deviennent de plus en plus audacieux. La semaine dernière, on les a vus dîner chez Mercier. Mercier était l'un des restaurants les plus exclusifs de Boston, appartenant au magnate des affaires Silas Mercier, un homme aussi riche que discret. Et ce restaurant n'était qu'à 3 pâtés de maison du bureau de Blackwell Design. Soit ils deviennent négligents, soit ils s'en fichent complètement, déclara Thorne d'une voix glaciale, fixant les photos. Il y a autre chose, Ren hésita. Ton frère a rencontré des promoteurs du Monarch Group. La tête de Thorne se releva brusquement. Monarch Group, le plus grand concurrent de Blackwell Design. Et il convoitait avec insistance le projet du Miami Resort, un projet décisif qui pouvait faire ou défaire l'avenir de la firme de Thorne. Tu crois qu'il vend des informations? Ren haussa les épaules. Je ne peux pas le confirmer, mais le timing est plus que suspect. La réunion a commencé juste après que tu aies partagé les plans préliminaires du projet Miami avec ton équipe. Thorne la remercia et paya en espèces, avec un bonus généreux. Ce soir-là, il accéda à distance à l'ordinateur de travail de Perry, une précaution qu'il avait mise en place après avoir remarqué des anomalies dans certains fichiers. Ce qu'il découvrit, lui glaça le sang. Perry copiait méthodiquement les plans exclusifs de Blackwell Design, les listes de clients et les données financières. La trahison allait bien au-delà du personnel. Perry ne se contentait pas de coucher avec la femme de Thorne. Il sapait activement son entreprise, la légende qu'il avait bâtie à partir de rien. Tandis que Perry s'amusait à parcourir le monde. À la maison, l'état de Lily empirait. Elle refusait désormais d'aller à l'école, se plaignant constamment de maux de ventre et de tête. Le conseiller scolaire proposa une thérapie familiale, mais Valérie écarta l'idée d'un revers de main. Elle dramatise, dit-elle sèchement après un autre appel de l'école. Ta mère était pareille. Toujours malade pour attirer l'attention. Cette cruauté déguisée en banalité visant à la fois sa fille et sa mère décédée figea quelque chose en Thorne. Il envisageait le divorce. Une séparation propre, pour épargner Lily. Mais maintenant, il savait que Valérie méritait plus qu'une simple rupture. Elle et Perry avaient comploté non seulement contre lui, mais aussi contre son enfant. Contre sa carrière. Ils allaient payer. Mais d'abord, il devait protéger Lily. Il l'emmena voir un spécialiste. Le diagnostic, anxiété. Le traitement recommandé, thérapie. Quand Valérie se plaignit du coup, Thorne organisa discrètement des séances avec la docteure Adelaide Knox, une psychologue pour enfants respectée. Lors de l'une de ces séances, alors qu'il attendait dans la salle d'attente, il reçut un appel inattendu de son père. « Il faut qu'on parle du trust familial », déclara Dominique sans préambule. « Je vais faire quelques ajustements avant ma fête d'anniversaire. » Le Blackwell Family Trust, établi par le grand-père de Thorne, avait longtemps été un sujet de discorde. En tant qu'aîné, Thorne était le principal bénéficiaire.
Perry ne recevant qu'une part modeste, sauf si Dominique décidait autrement. Il avait toujours gardé ce pouvoir. Quel genre d'ajustement? Demanda Thorne, devinant déjà la réponse. Perry se stabilise. Il montre un vrai potentiel avec cette exposition. Je vais ajuster les pourcentages pour refléter sa contribution à l'héritage familial. Thorne ferma les yeux. Tout prenait enfin sens. L'installation soudaine de Perry à Boston. Sa liaison convenablement opportune avec Valérie. L'espionnage industriel. Tout faisait partie d'un plan plus vaste. Un plan pour remplacer Thorne. Dans son mariage. Dans l'entreprise familiale. Et dans l'héritage Blackwell. Je vois, dit Thorne calmement. On en parlera dimanche. Quand Lily sortit de sa séance, un peu plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des mois, Thorne prit une décision. Son plan initial avait été trop simple. Trop clément. Ce que Perry, Valérie et même son père avaient fait nécessitait une réponse, bien plus élaborée. Il allait démanteler leurs rêves. Pièce par pièce. Exactement comme ils avaient tenté de le faire avec lui. Chapitre 3, le catalyseur. Le dîner dominical dans le manoir familial de Bacon, il se déroula exactement comme Thorne l'avait prévu. Perry monopolisait la conversation, charmant Dominique avec ses récits de voyage et ses projets grandioses d'exposition. Valérie le regardait avec une admiration à peine voilée. Lily, elle, jouait à peine avec sa nourriture. Une ombre de l'enfant vive qu'elle avait été. L'exposition va révolutionner notre manière de percevoir les espaces architecturaux, déclara Perry avec passion. La galerie de Valérie est le lieu idéal, assez intime pour créer une expérience immersive, mais assez prestigieuse pour attirer les bons collectionneurs. C'est une synergie parfaite, ajouta Valérie sans oser croiser le regard de Thorne. La vision de Perry complète parfaitement l'esthétique de la galerie. Dominique hocha la tête, visiblement séduit. Voilà exactement le type d'innovation auquel le nom Blackwell devrait être associé. Tu ne trouves pas, Thorne? Avant qu'il ne puisse répondre, l'avocat de la famille, Horus Watts, fit son entrée pour ce que Dominique qualifia de « petite affaire rapide ». La petite affaire en question? Une redistribution du trust familial. La part de Perry allait passer de 20% à 45%. Presque l'équivalent des 50% de Thorne, désormais réduit. Les 5% restants seraient mis en réserve pour Lily. Si généreux de ta part, papa, lança Perry avec un sourire qui ne parvint pas à ses yeux. Thorne garda son calme, signant les papiers tout en se promettant d'appeler Maddox dès le lendemain matin. Ce changement n'était pas une surprise. Mais il révélait à quel point Dominique favorisait Perry. Alors que le café était servi dans le salon, Lily murmura qu'elle ne se sentait pas bien. Thorne saisit l'occasion pour partir, promettant de revenir pour la revue du Boathouz le week-end suivant. « Prends soin de toi, chérie », dit Perry à Lily avec une fausse sollicitude, lui serrant l'épaule en passant. « Tu as peut-être besoin de vacances. Je connais un super resort aux Maldives. Je le photographie pour un projet potentiel. Les Maldives. » L'un des projets confidentiels sur lesquels Blackwell Design avait soumis une offre. Ce commentaire désinvolte confirma ce que Thorne savait déjà. Perry ne se contentait pas de voler ses designs. Il démarchait activement ses clients. Dans la voiture, Lily parla plus de 2 phrases d'affilée pour la première fois depuis des semaines. « J'ai entendu maman et... » Oncle Perry parlait, dit-elle en regardant par la fenêtre. Ils ont dit, après l'exposition. Il va peut-être falloir qu'on s'habitue à une nouvelle normalité. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Demanda Lily. Thorne serra un peu plus fort le volant. Ça veut dire que certaines personnes prévoient de faire des changements sans se soucier de la manière dont ces changements peuvent affecter les autres. Mais ne t'inquiète pas, Liliade. Je ne laisserai personne te faire du mal. Le lendemain matin, au lieu d'aller directement au bureau, Thorne alla rencontrer Maddox dans son cabinet d'avocat. Il lui exposa tout, l'affaire, l'espionnage industriel de Perry, le changement du trust, et ses soupçons sur leur plan à long terme. Maddox, un requin en costume sur mesure, écoutait sans interrompre, prenant de temps en temps quelques notes. Lorsque Thorne eut terminé,
il se renversa légèrement dans son fauteuil, joignit les doigts devant lui et dit d'un ton mesuré. Tu comprends que ce que tu proposes dépasse le cadre d'un simple divorce ou d'un dossier d'espionnage industriel. Le niveau de compensation que tu vises pourrait avoir des répercussions majeures. J'en suis conscient, répondit Thorne calmement. Ils ont méthodiquement démoli ma vie depuis des mois, voire des années. Un simple divorce et un procès commercial ne suffiront pas. Maddox hocha lentement la tête. Dans ce cas, il va falloir être stratégique. Je recommande une approche en 3 volets, juridique, financière et sociale. On protège d'abord tes biens et l'avenir de Lily. Ensuite, on s'attaque aux affaires. Et enfin, on s'assure que les conséquences sociales retombent exactement là où elles doivent tomber. Ils passèrent les 2 heures suivantes à planifier la stratégie. Quand Thorne quitta le bureau de Maddox, la première phase de ce qui allait devenir la destruction méthodique des plans soigneusement élaborés par Perry et Valérie était déjà en marche. Ce soir-là, Perry appela Thorne pour l'inviter à être son témoin lors d'un gala caritatif à venir, où Perry recevrait un prix pour sa photographie humanitaire. L'audace de cette demande, combinée à la fierté à peine voilée de Perry, offrait à Thorne l'opportunité parfaite pour la prochaine phase de son plan. Ce serait un honneur, répondit Thorne d'un ton calme, sans laisser transparaître la rage glaciale qui bouillonnait en lui. Après tout, à quoi servent les frères, hein? Le décor était planté. Dans 3 semaines, au gala caritatif organisé par nul autre que Silas Mercier, Thorne ferait le premier pas public de sa campagne de représailles. Et lorsque Perry et Valérie comprendraient ce qui était en train de se produire, il serait déjà trop tard pour arrêter l'avalanche que Thorne était sur le point de déclencher. Chapitre 4, Mouvement calculé. Les 3 semaines qui précédèrent le gala caritatif furent une véritable leçon de patience stratégique. Thorne avança méthodiquement, mettant en place chaque pièce de son plan, tout en conservant une apparence de normalité. Il continua à assister aux réunions avec ses clients, à partager des dîners froids avec Valérie, et même à aider Perry à préparer son discours de remerciement pour le gala. Pendant ce temps, Maddox exécutait les bases juridiques. De nouveaux trusts furent établis au nom de Lily, avec des clauses inviolables, rendant leur accès impossible pour Valérie ou tout autre membre de la famille Blackwell. Thorne transféra des actifs personnels importants dans des comptes protégés et créa une entité corporative distincte pour sécuriser les propriétés intellectuelles les plus précieuses de Blackwell Design. Wren poursuivit sa surveillance, fournissant à Thorne des preuves de plus en plus accablantes. La plus précieuse? Des conversations enregistrées entre Perry et des cadres du Monarch Group, dans lesquelles ils discutaient explicitement de l'utilisation de designs volés à Blackwell Design. Tu es en train de constituer un dossier solide, remarqua Maddox lors d'une réunion. Mais es-tu sûr de vouloir attendre? On a déjà assez pour lancer les procédures de divorce et les accusations d'espionnage industriel. Le timing est essentiel, répondit Thorne. Le gala, c'est là où toute l'élite sociale et économique de Boston sera réunie. C'est aussi le moment qu'ils ont choisi pour se présenter officiellement comme un couple. Et c'est là que mon père va passer publiquement le flambeau à Perry, le désignant comme le nouveau visage de l'héritage Blackwell. C'est le moment parfait pour commencer leur humiliation. Maddox n'était pas totalement convaincu, mais il acquiesça. C'est ton choix. Mais souviens-toi, une fois qu'on commence, il n'y a plus de retour en arrière. C'est exactement ce sur quoi je compte, dit Thorne. À la maison, Thorne se concentra sur Lily. Il organisa pour elle plus de temps avec le Dr Knox, et la surprit avec un cours de poterie auquel elle avait toujours voulu participer. Peu à peu, il vit sa fille revenir, de petits sourires, quelques rires timides, et surtout, un désir de parler. Lors d'une sortie le week-end, Lily finit par lui avouer ce qui la rongeait. « Maman m'a dit de ne pas te le dire, mais, elle et oncle Perry vont vivre ensemble après son exposition, dit-elle d'une voix tremblante. Tu vas être très fâché, et c'est pour ça que j'ai toujours mal au ventre. Parce que je sais que quelque chose de mauvais va arriver. » Thorne gara la voiture dans un parking, puis se tourna vers elle. « Lily, écoute-moi. Peu importe ce qui se passe entre ta mère, ton oncle Perry et moi, ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien provoqué, et ce n'est pas à toi de réparer quoi que ce soit. Mais je te fais une promesse. Je serai toujours là pour toi.
Et je m'assurerai que tu sois toujours protégé. Tu peux me faire confiance, d'accord? Lily hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je ne veux pas vivre avec eux. Oncle Perry rend maman bizarre. Et il prend toujours des photos de tout. Un jour, il a même pris mon journal intime pour soi-disant documenter le paysage émotionnel de l'adolescence, ou une idiotie dans le genre. Le sang de Thorne ne fit qu'un tour face à cette nouvelle violation, mais il garda une expression calme. Tu n'auras rien à faire que tu ne veuilles pas faire, je te le promets. La veille du gala, Thorne reçut un SMS d'un numéro inconnu. Colis livré. SM. Silu Mercier avait tenu sa promesse. Une vieille dette enfin remboursée, des années plus tôt, Thorne avait conçu, à prix coûtant, la retraite privée de Mercier sur une île, lui faisant économiser des millions et bâtissant sa propre réputation d'excellence. Tout était prêt. Alors qu'il préparait son smoking pour le lendemain, Valérie entra dans leur chambre, l'air inhabituellement nerveux. « Tu es différent ces derniers temps », dit-elle depuis l'embrasure de la porte. « Plus, présent. Est-ce que tout va bien ? » « Tout est exactement comme ça doit l'être, » répondit Thorne avec un léger sourire. « J'ai simplement pris conscience de ce qui compte vraiment. » Valérie sembla soulagée, interprétant son calme comme de l'ignorance. « Tant mieux. Je m'inquiétais que tu travailles trop. Le Miami Project et l'exposition de Perry en même temps, ça doit être stressant. La vie a une manière bien à elle de clarifier nos priorités, dit Thorne en se retournant vers ses affaires. Au fait, j'ai prévu que Lily passe la nuit chez Adélaïde demain, après le gala. Je me suis dit qu'on aurait peut-être besoin de temps, entre adultes. L'éclair de panique dans les yeux de Valérie fut bref, mais impossible à manquer. Elle avait prévu de profiter du gala pour parler à Thorne de sa relation avec Perry, pensant qu'en public, il réagirait avec retenue. C'est attentionné, réussit-elle à dire. Mais je dois rencontrer des collectionneurs à la galerie après le gala. Bien sûr, répondit Thorne avec aisance. Il y aura d'autres occasions. Tandis que Valérie quittait la pièce, Thorne s'accorda un moment de sombre satisfaction. Les premières fissures dans leur façade apparaissaient et il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Chapitre 5, la chute. Le gala de la Fondation Mercier était l'événement mondain de la saison, organisé dans le théâtre historique restauré de Silu Mercier, en plein centre-ville de Boston. L'élite de la ville s'y pressait dans ses plus beaux atours, impatiente de voir et d'être vue, sous prétexte de soutenir de nobles causes. Cette année, le gala récompensait ceux qui avaient utilisé leur talent pour mettre en lumière des problématiques mondiales, avec à l'honneur, Perry Blackwell, pour sa série photographique sur les réfugiés climatiques, lauréat de la prestigieuse médaille Mercier. Thorne arriva séparément de Valérie, qui était partie plus tôt pour aider Perry à se préparer. Il traversa la salle de réception bondée, acceptant les félicitations pour le succès de son frère avec des hochements de tête polis, tout en observant les figures clés de ce drame en cours. Son père se tenait près du bar, entouré d'associés, jetant parfois un œil vers la scène, où Perry était photographié aux côtés des anciens médaillés. Valérie papillonnait non loin, resplendissante dans une robe bleue nuit flambant neuve bien plus chère que tout ce qu'elle avait pu s'offrir durant leur mariage. Thorne Blackwell, appela une voix grave derrière lui. Pile à l'heure. Thorne se retourna. Silu Mercier. L'énigmatique milliardaire derrière l'événement. Malgré ses 70 ans passés, il avait toujours ce regard perçant et cette aura calculatrice qui avait fait de lui une légende de la finance avant sa reconversion dans la philanthropie. Silu, dit Thorne avec un léger hochement de tête. Merci pour votre aide. Une dette payée, c'est un compte équilibré, répondit Mercier, énigmatique. Ta position est prête. Le photographe a été briefé. Ton invité spécial t'attend dans l'antichambre, comme demandé. Thorne hocha de nouveau la tête, glissant une enveloppe dans la main de Mercier, qui la rangea sans même la regarder. Leur affaire réglée, Mercier s'éloigna pour saluer d'autres invités. Thorne reprit tranquillement sa tournée de la salle. Quand le dîner prit fin et que la cérémonie commença, Thorne s'installa à la table familiale, tout près de la scène. Valérie, quant à elle, choisit délibérément une place à l'opposé, aux côtés de Dominique qui ignora Thorne royalement. Les deux premières récompenses furent remises dans une ambiance polie et attendue.
Puis arriva le moment tant attendu. Silu Mercier monta lui-même sur scène pour remettre la médaille Mercier. Le lauréat de cette année a capturé, avec une honnêteté sans faille et une compassion profonde, le coût humain de notre monde en mutation, déclara Mercier. Son objectif est devenu la conscience de notre génération, nous forçant à voir ce que nous préférerions ignorer. Mesdames et messieurs, je vous présente le récipiendaire de la médaille Mercier, Perry Blackwell. Les applaudissements furent assourdissants. Perry monta sur scène d'un bond, l'image parfaite de la gratitude modeste. Après avoir reçu sa médaille et posé pour les photos, il s'approcha du micro. « Merci, Silu, pour ce formidable honneur. Je me tiens ici non pas en tant qu'individu, mais en tant que témoin de la souffrance et de la résilience humaine. » Son discours était éloquent, émouvant, minutieusement rédigé pour le présenter comme un artiste engagé et un humanitaire. À la fin, il se tourna vers la table familiale. « Je voudrais remercier mon père, Dominique, pour m'avoir donné le courage de suivre mon propre chemin. Et maintenant, j'aimerais inviter mon frère Thorn à me rejoindre sur scène. Même si nos routes ont été différentes, son soutien a toujours été sans faille. Je lui ai demandé de dire quelques mots en tant que témoin de mariage, ce soir. » L'audience applaudit alors que Thorn montait sur scène. Il étreignit son frère avec une affection parfaitement orchestrée, puis prit place devant le micro. Perry s'écarta, arborant un sourire d'humilité feinte. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, commença Thorn, je suis le Blackwell le moins photogénique. » Quelques rires polis s'élevèrent dans la salle. Mon frère a toujours eu l'œil pour la beauté, pour capturer exactement ce qu'il veut. Il fit une pause, son regard balayant la salle jusqu'à se poser sur Valérie, qui se tortilla sur sa chaise. Le talent de Perry réside dans l'art de cadrer le monde comme il veut qu'on le voie. Il choisit soigneusement ce qui entre dans le cadre, et ce qui en reste exclu. C'est un don qui dépasse la photographie. Il se tourna vers Perry, dont le sourire s'effaçait légèrement. Ce soir, pourtant, j'ai pensé qu'on pourrait élargir un peu le champ. Thorn fit un signe vers l'arrière du théâtre. Un technicien activa l'écran géant derrière eux. Silu avait généreusement permis à Thorn de partager certaines des œuvres non publiées de Perry. Mais ce n'étaient pas des clichés humanitaires. Ce qui apparut sur l'écran, c'étaient des photos de surveillance. Des images de Perry et Valérie, ensemble dans des contextes intimes. Des documents révélant des transferts d'informations confidentielles de Blackwell Design vers Monarch Group, et enfin des emails entre Perry et Dominique discutant de la redistribution de la fiducie et des plans pour évincer Thorn de sa propre entreprise, une fois le projet de Miami sécurisé par Monarch. Un murmure choqué parcourut la salle. Perry se précipita vers le micro, mais Thorn le repoussa fermement. « Je crois qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, » poursuivit Thorn, sa voix dominant le tumulte grandissant. « Alors, rendons hommage à tous les collaborateurs de ce projet si spécial. » Il pointa directement du doigt Valérie. « Ma femme, dont l'expertise en matière de conservation s'étend visiblement bien au-delà des œuvres d'art. » Valérie se leva brusquement, renversant son verre de vin en reculant de la table. « Mon père, » continua Thorn, en hochant la tête vers Dominique, dont le visage était devenu d'un violet inquiétant, qui a toujours cru en l'investissement dans les projets les plus prometteurs, peu importe des détails mineurs comme la loyauté ou l'intégrité. Il se tourna vers Perry, qui faisait des signes frénétiques vers les coulisses pour interrompre la présentation. Et bien sûr, l'artiste lui-même, dont la vision du futur nécessitait, apparemment, la destruction de la mienne. L'écran changea, affichant des relevés bancaires, des transferts du Monarch Group vers des comptes offshore liés à Perry, correspondant aux dates de réunion connues. Pendant 15 ans, j'ai bâti Blackwell Design comme une entreprise reconnue pour son innovation et son intégrité. J'ai conçu des espaces pour rassembler les gens, pendant que mon propre frère et ma femme concevaient ma chute personnelle et professionnelle. La voix de Thorn restait stable, ne trahissant rien de la rage qui l'habitait depuis des mois. Ce soir, je me contente de redéfinir le récit. Des agents de sécurité s'approchèrent de la scène, mais Silas Mercier leur fit signe de reculer. Le public observait, figé, tandis que Thorn démantelait méthodiquement les façades publiques soigneusement construites de sa famille. Mais il ne s'agit pas seulement d'une trahison personnelle, poursuivit-il. Il s'agit d'espionnage industriel,
de violation du devoir fiduciaire et de fraude. Il hocha la tête vers un groupe de personnes qui entraient par les portes latérales, des représentants de la SEC et du FBI, accompagnés de Maddox. C'est pourquoi les autorités compétentes ont été fournies avec des preuves détaillées de ses activités. Perry sortit enfin de sa stupeur, saisissant le bras de Thorne. « Tu as perdu la tête » siffla-t-il. « Tu détruis tout ça pour une simple jalousie ?» Thorne retira calmement la main de son frère. « Non. Je m'assure simplement que tout le monde voit l'image complète. » Il s'adressa une dernière fois au public. « Je vous présente mes excuses pour ce divertissement imprévu. Profitez du reste de votre soirée. » Alors que Thorne s'éloignait du micro, le chaos éclata. Harry fut encerclé par les forces de l'ordre, Dominique recevait des soins après s'être effondré dans sa chaise, et Valérie avait fui la salle de bal. « Tu as manqué une belle occasion d'y aller avec plus de subtilité », commenta Mercier alors que Thorne passait devant lui. « La subtilité est surestimée quand l'objectif est limpide, répondit Thorne. D'ailleurs, ta dette est réglée. Ce qui se passe maintenant ne te concerne plus. » À l'extérieur du théâtre, Thorne trouva Valérie, tentant frénétiquement de commander une voiture sur son téléphone. En le voyant, elle recula, le regard paniqué, le maquillage coulant sur ses joues. « Depuis combien de temps tu sais » lança-t-elle. « Assez longtemps pour que mon action soit décisive, répondit Thorne. Sache que j'ai déposé une demande de divorce ce matin. Maddox te contactera avec les détails. »« Tu es fou » balbutia Valérie. « Tu viens de nous humilier publiquement, ton frère, ton père, tous ceux qui ont conspiré pour me détruire, coupa Thorne. La différence, c'est que je l'ai fait au grand jour. Vous agissiez dans l'ombre. » « Et Lily » demanda soudain Valérie, réalisant qu'elle avait oublié leur fille. « Je n'ai pensé à rien d'autre, dit Thorne, sa voix enfin chargée d'émotion. C'est pourquoi je me suis assuré qu'elle soit protégée. D'Adélaïde l'a emmenée pour le week-end. Lundi, le choc initial sera passé, et on commencera à lui expliquer pourquoi sa mère ne vivra plus avec nous. » Valérie se crispa, mêlant colère et peur. « Tu n'as pas le droit de me la prendre. Je suis sa mère. »« Je n'ai aucune intention de te l'enlever, dit Thorne. Mais vu ce qui va t'arriver, à toi et à Perry, je doute que tu puisses offrir un foyer stable. Les tribunaux n'apprécient guère les parents impliqués dans des enquêtes fédérales. » Une voiture noire et élégante arriva, pas un VTC, mais un véhicule privé. La vitre s'abaissa. Silas Mercier était au volant. « Tu as raison, je crois, dit Thorne en reculant. Profite de ce temps pour réfléchir à tes prochaines décisions. Le jeu a changé, Valérie. Et tu ne fais que courir derrière. » La voiture démarra, emmenant une Valérie sous le choc. Thorne, lui, se retourna vers le théâtre, où des gyrophares signalaient l'arrivée d'autres agents. La première phase de son plan s'était déroulée à la perfection. Maintenant venait l'après, la destruction méthodique de tout ce que Perry et Valérie avaient bâti sur les ruines de sa vie. Chapitre 6, Répercussions. Les jours qui suivirent le gala de Mercier se déroulèrent comme une symphonie bien orchestrée. Chaque mouvement menait à une conséquence inévitable pour ceux qui avaient trahi Thorne. Harry fut arrêté pour espionnage industriel, fraude électronique, complot, et violation de la loi sur les valeurs mobilières. Son équipe juridique, réunie à la hâte, fut rapidement dépassée. Sans caution, le « fils en or » de la famille Blackwell passa sa première nuit en cellule. Sa médaille du gala ? Confisquée comme preuve potentielle. Valérie, bien que non arrêtée immédiatement, fut déclarée « personne d'intérêt » dans l'enquête. Son atelier d'art fut perquisitionné. Les collectionneurs prestigieux. Soudain, indisponibles. Le monde de l'art, fondé sur la réputation, commença sa purge brutale. Dominique, victime d'un événement cardiaque déclenché par le stress, se rétablissait à l'hôpital général du Massachusetts, sous surveillance médicale et fédérale. Thorne, lui, avançait dans ce chaos avec une précision chirurgicale. Il réunit le conseil d'administration de Blackwell Design, présenta des preuves irréfutables contre Perry, et proposa un plan de reprise stratégique. Le conseil, face à d'éventuelles poursuites et pressions réglementaires, soutint Thorne à l'unanimité.
le projet du complexe de Miami, que Perry voulait détourner vers Monarch. Sauvé, grâce aux preuves du vol de plan. Le client choisit alors Blackwell Design et porta plainte contre Monarch. Quelques jours plus tard, Thorne se trouvait dans le bureau de Maddox, analysant la situation. Monarch a perdu 18% en bourse depuis l'annonce, déclara Maddox, en lui glissant une tablette. Leur PDG a démissionné, 3 membres du conseil sont partis, et une révolte des actionnaires est en cours. Ton frère les a détruits. Ironique, murmura Thorne. Ils pensaient gagner un avantage, en travaillant avec Perry. Ils n'ont fait que précipiter leur propre chute. Et Valérie, poursuivit Maddox. La procédure de divorce est lancée. Elle ne pourra réclamer aucune part significative de tes biens. La garde temporaire de Lilith a été accordée. Visite surveillée uniquement, jusqu'à la fin des enquêtes. Thorne acquiesça, pensant à Lily, qui restait avec le docteur Knox. Adélaïde avait créé une bulle de protection, expliquant les événements à Lily avec des mots adaptés à son âge. « Et mon père ?» demanda Thorne. Maddox soupira. Il résiste. Il prétend que Perry a été piégé. Il tente de faire pression sur les procureurs. A-t-il modifié la fiducie? Non. Ton intervention a eu lieu avant la signature finale. Tu restes l'héritier principal. Mais je ne serais pas surpris qu'il essaie de te déshériter. Thorne sourit. Il peut toujours essayer. Mon grand-père avait prévu ce genre de coup bas. Un coup à la porte. L'assistante de Maddox entra avec une enveloppe marquée urgent et personnel. C'est de la part de Mercier Enterprises. Thorne l'ouvrit. Une lettre manuscrite de Silas Mercier, accompagnée de plusieurs documents. Après avoir vu comment vous avez géré vos affaires familiales, j'ai pleine confiance en vos capacités stratégiques. Ce qui suit représente une opportunité que vous pourriez juger intéressante. Les documents proposaient à Thorne de racheter Monarch Group à prix réduit, soutenu par Mercier Capital. C'est inattendu, murmura Thorne, tendant les papiers à Maddox. Mercier ne fait jamais ce genre d'offre à la légère, commenta Maddox. Il voit quelque chose en toi. Mais veux-tu vraiment te lancer dans une expansion maintenant? Thorne réfléchit. Cette acquisition transformerait Blackwell Design en géant national. Mais sa vie personnelle était encore instable. Organise une rencontre avec Mercier, décida Thorne. Je veux entendre toute sa vision avant de me décider. Alors que Maddox s'affairait, le téléphone de Thorne vibra. Un email, de Rennes. Objet, confirmé. En pièces jointes, des photos de surveillance de Valérie entrant dans un cabinet d'avocats réputé pour sa défense de clients accusés de crimes fédéraux. Et discutant avec Barrett Crane, un avocat célèbre pour retourner ses clients contre leurs complices en échange d'immunité. Thorne montra les images à Maddox. Valérie passe à l'attaque. Elle compte sauver sa peau, en livrant Perry. Et peut-être que mon père, Maddox, examinait les photos en fronçant les sourcils. Cela complique les choses, déclara-t-il. Crane est efficace. Si Valérie ne connaissait pas toute l'ampleur de l'espionnage industriel, elle pourrait encore se positionner comme une figure périphérique, prise entre des membres de la famille en guerre. Elle savait, dit Thorne d'un ton neutre. La galerie avait servi à blanchir des informations tout autant qu'à organiser des réunions secrètes. L'exposition avait été conçue en partie pour mettre en valeur les idées architecturales de Perry, des idées volées directement à partir des projets confidentiels de ma firme. Nous devons devancer les événements, décida Maddox. Je vais contacter immédiatement le bureau du procureur. Nous avons plus qu'assez de preuves pour démontrer l'implication de Valérie. La seule question est de savoir s'il faut les utiliser maintenant ou les garder comme levier. Mais avant que Thorne ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était un appel d'Adélaïde Knox. Thorne. La voix habituellement calme d'Adélaïde semblait tendue. Lily veut te voir. Tout de suite. Valérie s'est pointée à mon bureau, exigeant de la voir. Quand j'ai refusé, en raison de l'ordonnance du tribunal, elle est devenue désagréable. La sécurité a dû intervenir. Mais Lily a tout entendu. Elle pose des questions. Et je pense que toi seul peux lui répondre.
J'arrive, dit Thorne, déjà debout. En quittant le bureau de Maddox, Thorne sentit tout le poids de ce qu'il avait déclenché. La destruction des plans de Perry et Valérie avait été nécessaire, justifiée. Mais les dommages collatéraux, en particulier envers Lily, c'était une variable qu'il ne pouvait pas entièrement contrôler. Malgré tous ces calculs, l'élément humain restait imprévisible. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à l'autre bout de la ville, dans une salle de réunion privée du centre de détention fédéral, Perry Blackwell prenait ses propres décisions stratégiques. Et comme son frère, Perry avait toujours été prêt à sacrifier les autres pour atteindre ses objectifs. La partie était loin d'être terminée. Chapitre 7 contre-attaque. 2 semaines après le gala, Thorne arriva à son bureau et trouva Ren qui l'attendait, visiblement tendue. « On a un problème, dit-elle sans préambule, le suivant dans son bureau privé. Perry a conclu un accord. Thorne posa sa mallette. « Quel genre d'accord ? Du genre à rejeter la majorité de la faute sur ton père. » Ren lui tendit un dossier. « D'après ma source au bureau du procureur, Perry affirme qu'il ne faisait que suivre les ordres de Dominique. Que ton père aurait orchestré toute l'opération d'espionnage industriel pour tester la viabilité de Monarch en tant que cible d'acquisition. » Thorne parcourut les documents, la mâchoire crispée. « Et ils pensent qu'ils vont gober ça ? » Il a fourni des emails et des enregistrements audio. Très édités, sortis de leur contexte, mais convaincants à première vue, répondit Ren. Il se présente comme le fils modèle, pris au milieu des conflits familiaux. Et Valérie ? C'est l'autre souci. Elle soutient sa version. Elle prétend avoir été manipulée par les 2 hommes Blackwell. Elle se positionne en victime, utilisée comme un pion dans une partie d'échecs corporative à haut risque. Thorne s'adossa, digérant la nouvelle. Ce n'était pas entièrement inattendu. Perry avait toujours été un maître dans l'art de rejeter la faute sur les autres. Mais cette approche, elle était rusée. En accusant Dominique d'être le cerveau derrière tout cela, Perry cherchait à créer un doute raisonnable sur sa propre culpabilité, tout en enfonçant un coin plus profond entre Thorne et leur père. Et ce n'est pas tout, poursuivit Ren. Ils affirment que tu étais au courant depuis le début. Mais que tu t'es retourné contre eux en apprenant que Dominique envisageait de promouvoir Perry au sein de l'entreprise. Selon leur récit, l'exposition du gala aurait été ton coup préventif pour garder le contrôle de Blackwell Design. Le téléphone de Thorne sonna. Maddox, avec exactement les mêmes informations, reçues de ses propres sources. Après un court échange pour confirmer les détails, Thorne raccrocha et se tourna de nouveau vers Ren. Il faut qu'on prenne les devants avant que cette histoire ne prenne de l'ampleur. Contacte directement le procureur. Dis-lui qu'on a des preuves supplémentaires qu'ils n'ont pas encore vues. Les versions non éditées des documents de Perry, accompagnées des enregistrements de surveillance montrant que sa chronologie ne tient pas la route. Ren partit faire les démarches, tandis que Thorne contemplait ce nouveau développement. Perry et Valérie contre-attaquaient, en utilisant les mêmes tactiques de manipulation et de désinformation qui avaient défini leur liaison. C'était une manœuvre désespérée, mais pas sans intelligence. S'ils parvenaient à semer assez de confusion sur les intentions et les chronologies, ils pourraient obtenir des accords de plaidoyer plus favorables. Mais ce qui inquiétait le plus Thorne, c'était l'impact sur Lily. Le récit que Perry et Valérie construisaient le présentait comme un tyran corporatif vindicatif, prêt à détruire sa propre famille pour conserver le pouvoir. Exactement le genre d'histoire qui pouvait briser sa relation avec sa fille, si elle choisissait d'y croire. Cet après-midi-là, Thorne rencontra Silu Mercier dans le club privé de ce dernier, surplombant le port de Boston. Le vieux magnate l'écouta sans mot dire, sirotant son scotch pendant que Thorne exposait les derniers rebondissements. Rien de surprenant, commenta Mercier. Un animal acculé utilisera toutes les armes à sa disposition. La vraie question, c'est, comment comptes-tu neutraliser cette attaque? En l'exposant pour ce qu'elle est. Une fabrication construite à partir de fragments de vérité, répondit Thorne. J'ai les communications complètes. Pas juste les extraits sélectionnés que Perry utilise. Remis dans leur contexte, elles racontent une toute autre histoire. Mercier hocha lentement la tête. C'est une bonne stratégie pour le tribunal. Mais, dans mon expérience,
les trahisons familiales nécessitent des réponses qui vont bien au-delà des simples victoires légales. Ton frère et ta femme attaquent ton intégrité, ta réputation et potentiellement ta relation avec ta fille. Ça, mon cher, demande un tout autre type de riposte. Je t'écoute, répondit Thorn. Tu as détruit leurs plans immédiats, mais pas leur capacité à rebondir, expliqua Mercier. Perry, en particulier, a un talent remarquable pour se réinventer, même s'il purge une peine. Et ses relations pourraient éventuellement lui permettre de reconstruire. Valérie aussi possède son propre réseau dans le monde de l'art. Ils sont peut-être abîmés, mais certainement pas détruits. Qu'est-ce que tu insinues ? Demanda Mercier en reposant son verre. Que tu devrais penser non seulement à leur présent, mais aussi à leur avenir. Qu'est-ce qui les empêchera, une fois cette tempête passée, de tenter à nouveau de te nuire, ou de nuire à Lily? Les sanctions légales sont temporaires. Certaines blessures doivent être rendues permanentes pour s'assurer qu'elles ne se rouvrent jamais. La conversation glissa alors vers l'acquisition de Monarch. Mais les paroles de Mercier restèrent gravées dans l'esprit de Thorn. Il s'était concentré sur la destruction des plans immédiats de Perry et Valérie. Mais avait-il vraiment fait ce qu'il fallait pour les empêcher, à jamais, de menacer sa vie ou celle de Lily? Ce soir-là, alors que Thorn passait en revue les documents concernant Monarch, il reçut un appel inattendu du numéro privé de son père. Thorn? La voix de Dominique paraissait plus âgée, plus fragile qu'il ne l'avait jamais entendue. Il faut qu'on parle. Pas par téléphone. Viens à l'hôpital demain matin. Chambre 718. Viens seul. Avant même que Thorn ait pu répondre, Dominique raccrocha. Quelques instants plus tard, Maddox l'appela pour lui annoncer que le procureur avait accepté d'examiner leurs preuves supplémentaires, et que l'accord de Perry était suspendu dans l'attente de cet examen. L'appel de Dominique tombait à un moment étrangement opportun. Le lendemain matin, Thorn se rendit au Massachusetts General Hospital. Ayant pris soin d'enregistrer toute la visite à l'aide d'un dispositif discret fourni par Ren, il trouva son père assis dans son lit, affaibli, mais conservant cette allure impérieuse qu'il avait toujours définie. « Tu as mis un beau bazar », lança Dominique en guise de salutation. « J'ai dévoilé une vérité », corrigea Thorn, restant debout au lieu de s'asseoir. « Il y a une différence. » Dominique fit un geste vague. Sémantique. Le fait est que le nom Blackwell est désormais associé au scandale plutôt qu'à l'excellence. Des décennies de réputation ruinées en une seule soirée. Une réputation bâtie sur quoi exactement ? Demanda Thorn. Parce que de mon point de vue, l'héritage Blackwell n'est rien d'autre qu'une trahison maquillée en savoir-faire commercial. Naïf, comme toujours, ricana Dominique. Les affaires, c'est de la trahison, mais canalisée et contrôlée vers des fins productives. C'est ce que j'ai appris à Perry. Toi, tu n'as jamais su le comprendre. C'est pour ça que tu as conspiré avec lui pour saboter mon entreprise. Pour m'enseigner une leçon de trahison productive? Les yeux de Dominique se plissèrent. Perry t'a dit ça? Et tu l'as cru? Il éclata d'un rire sec qui se transforma rapidement en tout. Je savais pour sa liaison avec Valérie, oui. Je n'ai pas approuvé, mais je ne suis pas intervenu. Quant à l'espionnage industriel, ça, c'était Perry. Il a peut-être laissé entendre que j'étais impliqué pour renforcer sa crédibilité auprès de Monarch. Mais je n'ai jamais approuvé de vol industriel. Alors pourquoi avais-tu l'intention de modifier la fiducie en sa faveur? Pourquoi le préparais-tu à incarner le nouveau visage de l'héritage Blackwell? Dominique soupira, paraissant soudain accablé par ses 80 ans. Parce qu'il en avait plus besoin que toi. Toi, tu as bâti quelque chose de solide, à toi. Harry n'a que son talent et son charme. La fiducie lui aurait offert une stabilité, une base pour construire. À mes dépens, fit remarquer Thorn. Aux dépens de quelqu'un qui peut se permettre de perdre, répliqua Dominique. C'est ça, la famille, redistribuer les ressources selon les besoins. Thorn secoua la tête, incrédule. Ce n'est pas une famille, c'est du socialisme déguisé, avec une pincée de népotisme. Appelle ça comme tu veux, dit Dominique, las.
Le fait est qu'on est tous en train de sombrer parce que tu n'as pas supporté de partager la lumière avec ton frère. Il ne s'agit ni de lumière ni de rivalité fraternelle, dit Thorne, sa voix durcissant. Il s'agit de Perry et Valérie qui ont méthodiquement saboté chaque aspect de ma vie. Mon mariage, mon entreprise, ma relation avec ma fille. Ils ne voulaient rien partager. Ils voulaient tout prendre. Dominique le regarda longuement. Que veux-tu, Thorne? Pourquoi es-tu ici? Tu m'as appelé, tu te souviens? Oui. Parce que malgré tout, tu restes mon fils. Et Perry est sur le point de m'impliquer dans des crimes fédéraux graves pour se sauver lui-même. Je veux savoir si tu vas le laisser faire. La demande était incroyable d'audace. Dominique demandait à Thorne de l'aider à se protéger des accusations de Perry. Malgré le fait qu'il ait toujours favorisé Perry et réduit l'héritage de Thorne. J'ai les communications non éditées, dit Thorne avec précaution. Elles prouvent que Perry a agi seul, même s'il sous-entendait souvent ton accord pour appuyer ses manigances. Je les ai déjà transmises au procureur. Un soulagement traversa brièvement le visage de Dominique. Donc tu as fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qui était vrai, corrigea Thorne. Pas pour te protéger, mais parce que Perry ne mérite pas de s'en sortir en fabriquant une réalité alternative. Dominique hocha lentement la tête. Et maintenant, qu'adviendra-t-il de la famille? De Blackwell Design. Blackwell Design continuera sous ma direction, dit Thorne. Quant à la famille, cela dépendra des choix à venir. Que veux-tu dire? Thorne se dirigea vers la porte. Que je n'ai pas encore décidé si le nom Blackwell mérite d'être sauvé. Ou s'il est temps de construire quelque chose de nouveau, libéré de son héritage de loyauté conditionnelle. En quittant l'hôpital, Thorne reçut un message d'Adélaïde. Valérie tente de programmer une visite non supervisée avec Lily via son avocate. Audience prévue vendredi. Les pièces continuaient de bouger sur l'échiquier. Perry tentait d'impliquer Dominique. Valérie cherchait à accéder à Lily, probablement pour influencer sa perception des événements. Dominique essayait de se faire passer pour une victime des manipulations de Perry, plutôt qu'un complice volontaire. Il était temps pour Thorne de jouer ses derniers coups. Pas pour une victoire temporaire, mais pour une résolution définitive. Chapitre 8, Échec et mat. Les marches du tribunal étaient envahies de journalistes lorsque Thorne arriva pour l'audience d'urgence concernant les droits de visite de Valérie. Le scandale avait fasciné les cercles sociaux de Boston. Mêlant intrigue corporative, trahison familiale et chute de la haute société dans un récit irrésistible. Les flashs crépitaient alors que Thorne pénétrait dans le bâtiment, Maddox à ses côtés. Dans la salle d'audience, Valérie était assise avec Barrett Crane et une autre avocate que Thorne ne reconnaissait pas. Elle portait un tailleur bleu marine, ses cheveux tirés en arrière. L'image parfaite d'une mère soucieuse injustement séparée de son enfant. Quand leurs regards se croisèrent, Valérie détourna rapidement les yeux, se concentrant intensément sur les documents devant elle. La juge Eleanor Hargrove, connue pour son approche ferme des affaires familiales, fit son entrée. Et alors que l'audience était officiellement ouverte, Crane prit immédiatement la parole avec un plaidoyer passionné, dépeignant Valérie comme une mère aimante prise entre les feux croisés d'une vendetta corporative orchestrée par un mari vindicatif. Ma cliente reconnaît que certaines de ses décisions personnelles ont pu causer de la détresse, argumenta Crane avec assurance. Mais ces choix n'ont aucun rapport avec ses compétences en tant que mère. Monsieur Blackwell utilise ses ressources financières et juridiques pour punir Madame Blackwell en limitant son accès à leur fille, une enfant qui souffre terriblement de l'absence de sa mère. Maddox répliqua avec une précision chirurgicale, présentant des preuves émanant du Dr Knox concernant l'état émotionnel de Lily et les risques potentiels liés à des visites non supervisées alors que Valérie fait toujours l'objet d'une enquête. De plus, ajouta Maddox, Madame Blackwell a violé l'ordonnance actuelle du tribunal en tentant de retirer Lily de la garde du Dr Knox sans autorisation. Cela démontre une inquiétante indifférence aux limites légales et remet en question son jugement en ce qui concerne le bien-être de sa fille. La juge Hargrove écouta attentivement les deux parties avant de s'adresser directement à Valérie. Madame Blackwell, la priorité de ce tribunal est le bien-être de votre fille. Bien que je comprenne votre désir d'avoir un accès sans restriction,
les circonstances entourant cette affaire exigent de la prudence. L'évaluation du Dr Knox indique que Lily subit un traumatisme émotionnel important lié aux récents événements. Valérie se pencha en avant, la voix pleine de sincérité. Votre honneur, je ne ferai jamais rien qui pourrait nuire à ma fille. Je demande simplement l'opportunité de maintenir notre lien pendant cette période difficile, sans la présence d'un superviseur qui rend compte directement à mon mari. Ce superviseur est un psychologue pour enfants diplômé, rappela la juge Hargrove. Il ne s'agit pas simplement d'un agent de Monsieur Blackwell. Son rôle est de garantir le bien-être émotionnel de Lily pendant les visites. Dans ce cas, peut-être qu'un autre superviseur neutre pourrait être nommé, proposa Crane. Jusqu'à présent resté silencieux, Thorne se leva. Votre honneur, puis-je m'adresser à la cour? La juge Hargrove acquiesça d'un signe de tête. Madame Blackwell, dit Thorne d'une voix posée, je n'ai aucune intention de briser la relation entre ma fille et sa mère. Mon unique préoccupation est le bien-être de Lily. C'est pourquoi j'ai consulté 3 psychologues pour enfants indépendants, qui recommandent tous de maintenir l'arrangement actuel concernant les visites, tant que les enquêtes criminelles impliquant Madame Blackwell ne sont pas résolues, et que Lily n'a pas eu le temps de traiter les événements récents. Il tendit des documents à l'agent du tribunal, qui les remit à la juge Hargrove. Ces évaluations ont été menées sans aucune influence du Dr Knox ou de moi-même afin d'assurer leur objectivité. La juge Hargrove examina les documents avec attention avant de relever les yeux. Madame Blackwell, je comprends votre frustration. Mais ces recommandations sont cohérentes et convaincantes. Je rejette votre demande de visite non supervisée pour le moment. Le masque de calme de Valérie se fissura. C'est absurde. Il manipule tout, les preuves, les experts, même notre fille. Thorne a systématiquement détruit ma vie simplement parce que j'ai eu l'audace de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, au lieu de rester coincée dans un mariage vide. Madame Blackwell, prévint la juge Hargrove, ce débordement ne sert pas votre cause. Quelle cause? Répliqua Valérie avec un rire amer. Il a déjà décidé du résultat, tout comme il a décidé de m'humilier publiquement plutôt que de gérer la fin de notre mariage comme un adulte civilisé. Demandez-lui ce qu'il en est de Silu Mercier. Demandez-lui quel accord ils ont passé pour orchestrer ma destruction. La juge Hargrove frappa de son marteau. Assez, Madame Blackwell. Cette audience ne concerne pas votre mariage ni les relations professionnelles de Monsieur Blackwell. Elle est uniquement centrée sur ce qui est le mieux pour votre fille à cet instant. Elle se tourna vers Thorne. Monsieur Blackwell, le tribunal vous remercie de votre engagement envers le bien-être de votre fille. Cependant, je tiens à préciser que ces dispositions sont temporaires. Une fois les questions criminelles résolues, nous réexaminerons le calendrier des visites, avec l'objectif de revenir vers une relation parent-enfant plus normalisée. Je comprends, votre honneur, répondit Thorne. Cela a toujours été mon intention. À la fin de l'audience, Thorne remarqua une jeune femme assise au fond de la salle d'audience, prenant des notes. Ce n'était manifestement pas une journaliste, vu sa posture et la façon intense dont elle observait Valérie. Quelque chose dans son attitude lui semblait étrangement familier, même s'il n'arrivait pas à la replacer. À l'extérieur, alors que les journalistes se bousculaient pour obtenir des déclarations, Thorne aperçut de nouveau la jeune femme, au téléphone cette fois, parlant avec urgence tout en suivant Valérie et ses avocats du regard. Intrigué, Thorne demanda à Maddox d'aller à la voiture et prit un léger détour pour se rapprocher d'elle. Exactement comme tu l'avais dit, disait-elle. Effondrement total devant la juge. Non, lui est resté parfaitement maître de lui. Oui, j'envoie l'enregistrement tout de suite. Nora. Le prénom déclencha la mémoire de Thorne. Nora Voss. La directrice de la galerie Atherton à New York, le poste de rêve de Valérie, qu'elle avait espéré pendant des années avant de se contenter de son emploi actuel à Boston. Valérie avait passé plusieurs entretiens avec Voss, mais avait toujours été écartée pour des raisons qu'elle qualifiait de politiques. Cette jeune femme devait être l'assistante de Voss, envoyée pour observer Valérie lors de son audience. Mais pourquoi la directrice d'une galerie prestigieuse new-yorkaise s'intéressait-elle autant à une affaire de garde d'enfants? La question resta en suspens tandis que Thorne retrouvait Maddox à leur bureau plus tard dans la journée pour discuter des derniers développements dans l'affaire Perry.
Les nouvelles preuves qu'ils avaient fournies avaient effectivement stoppé l'accord de plaidoyer, mais l'équipe juridique de Perry tentait maintenant de faire rejeter des éléments clés de l'accusation pour des raisons techniques. Ils prétendent que les enregistrements ont été obtenus illégalement, expliqua Maddox, alors qu'ils ont tous été réalisés dans des lieux publics ou dans les locaux de Blackwell Design, où il n'y a aucune attente raisonnable de confidentialité. Quelles sont leurs chances de réussir? Demanda Thorne. Faibles. Mais ils gagnent du temps. Pendant ce temps, l'équipe de relations publiques de Perry s'activait pour le présenter comme un artiste incompris, victime d'un conflit de pouvoir corporatif. Il mettait en avant son travail humanitaire et suggérait que les accusations visaient à réduire au silence son activisme. Thorne secoua la tête avec une pointe d'admiration contrariée. Perry avait toujours été doué pour gérer son image, transformant même ses actions les plus intéressées en récits de sacrifices nobles ou d'intégrité artistique. Il y a autre chose, ajouta Maddox. Dominique a révisé son testament et la répartition de sa fiducie. Il m'a complètement évincé, devina Thorne. Bien au contraire. Il vous a désigné comme son unique héritier et exécuteur testamentaire. Thorne resta bouche bée. Quand cela s'est-il produit? Les documents ont été finalisés hier, après votre visite à l'hôpital. Il a également fourni une déclaration sous serment vous déchargeant de toute implication dans les activités de Perry, et affirmant qu'il n'avait aucune connaissance de l'espionnage industriel. Ce rebondissement ajoutait une nouvelle couche de complexité à la situation. Dominique cherchait-il vraiment à faire amende honorable, ou était-ce encore un coup stratégique dans la partie d'échecs que jouait la famille Blackwell? Avant que Thorne puisse réfléchir davantage aux implications, son téléphone vibra avec un message provenant d'un numéro inconnu. Information sur les prochains mouvements de Valérie. Rendez-vous au restaurant Mercier, salle privée, 19h. Envoi. La coïncidence était trop parfaite pour être ignorée. Ce soir-là, Thorne arriva chez Mercier et trouva non seulement Nora Voss dans la salle privée, mais également Silu Mercier en personne. Voss, une femme aux traits marqués, la cinquantaine, aux cheveux noirs striés d'argent, se leva pour l'accueillir. « Monsieur Blackwell, merci d'être venu. Je pense que nous avons un intérêt commun concernant Valérie Crawford, ou Blackwell, comme elle se fait appeler actuellement. » Thorne accepta le siège qu'on lui proposait. « Je ne savais pas que nous avions le moindre lien, mademoiselle Voss. »« Nous n'en avions aucun, jusqu'à ce que votre épouse tente de tirer parti de sa relation avec Perry pour obtenir un poste dans ma galerie, » répondit Voss. « Un poste qui lui aurait donné accès à notre liste de clients, à nos contrats avec les artistes, et à nos stratégies d'acquisition. Des informations qu'elle comptait utiliser pour créer sa propre galerie avec Perry, une fois que son exposition aurait boosté leur notoriété commune. »« Comment savez-vous cela ?» demanda Thorne. Voss fit un signe à son assistante, qui déposa une tablette sur la table. Et ils ont joué un enregistrement de Valérie parlant à Perry de leur projet après l'exposition. La conversation détaillait explicitement leur intention d'utiliser les informations propriétaires de la galerie Atherton pour s'imposer rapidement sur la scène artistique de New York. Cet enregistrement a été réalisé lors d'un dîner privé dans mon restaurant, expliqua Mercier. Mademoiselle Voss est une vieille amie que je crois devoir être au courant de ce qui pourrait être un espionnage industriel dans son domaine. Ainsi, Valérie et Perry ne ciblaient pas seulement mon entreprise, Thorne comprit qu'ils prévoyaient d'utiliser les mêmes tactiques dans le monde de l'art. Ce que Voss confirma. Lorsque l'exposition de leurs activités fit la une des journaux, j'ai immédiatement reconnu le schéma et j'ai surveillé la situation depuis, inquiet qu'ils puissent échapper à des conséquences graves pour leurs actions contre vous et pivoter vers leurs projets artistiques. C'est ce qui nous amène ici. Mercier intervint. Mademoiselle Voss a découvert que malgré ses ennuis juridiques actuels, Valérie a été en contact avec plusieurs artistes et clients de Atherton, se présentant comme une victime de vos manigances d'entreprise et suggérant qu'une fois le malentendu dissipé, elle lancerait une nouvelle galerie. Elle poursuit toujours son plan. Thorne répondit, sans surprise, même avec Perry face à des accusations criminelles. L'adaptabilité est l'une des forces de Valérie, nota Voss. Elle a modifié le récit pour faire de Perry une figure sacrificielle dont elle portera la vision. Plusieurs collectionneurs influents, appréciant une histoire dramatique, ont déjà exprimé leur intérêt. « Que voulez-vous de moi ?» demanda directement Thorne. « Une alliance ?» répondit Voss.
Je veux m'assurer que Valérie ne puisse pas s'imposer dans le monde de l'art en exploitant des relations et informations volées. Vous voulez vous protéger, ainsi que votre fille, de ces futures manipulations. Ensemble, nous pouvons accomplir ces deux objectifs. La conversation qui suivit décrivit une approche coordonnée qui fermerait efficacement toutes les portes que Valérie pourrait tenter d'ouvrir dans les mondes des affaires et de l'art. Lorsque Thorne quitta le restaurant, les dernières pièces de sa stratégie étaient en place, non seulement pour gagner la bataille actuelle, mais pour garantir une victoire décisive dans la guerre que Perry et Valérie avaient lancée. Le lendemain, alors que Perry comparaissait devant le tribunal pour une audience procédurale, Thorne rencontra le procureur chargé de l'affaire, accompagné de Maddox et, de façon surprenante, de son père Dominique. Contre les conseils médicaux, Dominique avait insisté pour assister afin de fournir un témoignage direct concernant son absence d'implication dans les projets de Perry. Je l'ai facilité de bien des façons, admit Dominique au procureur. Je l'ai favorisé, trouvé des excuses pour ses échecs et récompensé son charme plutôt que son caractère, mais je ne lui ai jamais donné l'autorisation ni encouragé le vol d'entreprise ou la fraude. C'était entièrement son initiative. Le procureur, initialement sceptique face à cette coopération paternelle soudaine, fut convaincu par la combinaison du témoignage de Dominique, des communications non éditées fournies par Thorne et des nouvelles preuves venant des dirigeants de Monarch Group qui s'étaient retournés contre Perry pour se sauver. En sortant du bureau du procureur, Dominique se tourna vers Thorne. « J'ai commis beaucoup d'erreurs avec toi et Perry, des erreurs différentes, mais tout aussi dommageables. Avec toi, j'étais trop exigeant, trop rapide à critiquer, trop lent à reconnaître tes réalisations. Avec Perry, j'étais trop indulgent, trop prêt à croire ses excuses, trop désireux de voir ce que je voulais voir. Pourquoi me dis-tu cela maintenant ? Demanda Thorne. Parce qu'à 80 ans, face à ma propre mortalité et à la destruction de la famille que je pensais avoir construite, j'ai enfin reconnu mon rôle dans cette situation, répondit Dominique. Je n'attends pas de pardon, Thorne, mais je voulais que tu saches que je vois clairement maintenant ce que j'étais aveugle à voir avant. C'était aussi proche d'une excuse que Dominique Blackwell aurait jamais offert, et probablement le plus près qu'il en serait jamais. Thorne l'accepta d'un hochement de tête, ni rejetant ni embrassant entièrement l'olivier. Certaines blessures étaient trop profondes pour une simple réconciliation, mais peut-être pouvaient-ils établir une nouvelle relation, plus honnête, à partir de maintenant. Le soir venu, alors que Thorne examinait les derniers documents pour l'acquisition de Monarch, il reçut un appel de Ren. Sa voix était tendue d'urgence. Valérie venait d'être aperçue entrant dans le bâtiment où le Dr Knox avait son bureau. Elle n'avait pas de visite programmée aujourd'hui. Thorne attrapa déjà ses clés. Appelez la sécurité immédiatement. J'arrive. La confrontation finale était sur le point de commencer. Oh, they keep breaking! Oh shit, Blue Jay! Blue Jay MC, what is up? Welcome! Oh shit. Hold on, I gotta lock in. Huge raid, absolutely massive. Welcome everybody. Uh-oh. No, it's all good, it's all good. Welcome raiders, welcome, thank you, thank you. Blue Jay, my man. Appreciate you, bro. How's stream going? We're going nuts right now. We're about to find the end. And then we're gonna fucking kill this dragon. It's gonna be awesome. But welcome everybody. For the new people here, we are doing a hardcore Minecraft playthrough, but chat can kill me. So you can do !CC, or if you're on desktop, you should see a button on screen that says crowd control. We have free coins available for everybody. And that allows you guys to directly interact with my game and try to get me killed, or you could help a brother out. Okay, dude. Yep, we're here. We're fucking here. But welcome everybody. For real, thank you for watching.
if you're enjoying the stream, don't forget to follow. I'd love to have y'all back. And Blue Jay, you know what? Before I forget, I'm gonna send you a follow right now. What time do you normally stream? Hey! Thank you, Blue Jay, for the follow. Appreciate that, man. Eight or 9 EST, perfect. I'm a PST gamer myself. I start usually around 5 or 6. But how was your stream, Blue Jay? What were you up to today? Oh, he loves his shaders too? Oh yeah, I actually don't know if I can play Minecraft without shaders. Oh, hell yeah. It's got the forever world going. Builder alert. Okay, I'm getting a little nervous that we haven't hit anything yet, but we're also not even into Deep Slate, so I think we're fine. You're a gamer, what's up, man? Thank you for that follow, appreciate it. Oh shit. That's the Deep Dark. Guys, the eye did go straight down, did it not? Jump, it's not that far. Oh, they're making me scared. I'm getting my water bucket out. Hey, yo. Oh. 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 What fucking... I almost clutched it too. What the fuck? Oh my god. Okay. Oh my god, my heart. What? I almost did, but I still went to fucking 1 heart. Oh, that's weird. The clip link did not work. Oh shit. Hello. Okay. That actually got me back up.